On va débuter la session communication douleur, hein, puisque voilà, ça fait une parfaite transition justement. Et donc, on accueille Bertrand Beauvais, qui est kinésithérapeute et qui va nous présenter une autre rapide review sur l'allaitement maternel, une technique antalgique pour les soins douloureux utilisables en kinésithérapie. Merci Bertrand. Bonjour, donc je suis Bertrand Beauvais, je suis masseur kinésithérapeute. J'ai fait l'essentiel de ma carrière, enfin je suis toujours en pédiatrie et exclusivement en pédiatrie. Après un long temps hospitalier en cancéro, soins palliatifs et néonates, je suis maintenant en libéral et je partage mon temps avec un poste de responsable pédagogique et d'enseignant. Donc je vais vous présenter cette rapide review. Donc, c'est ici, le gros bouton. Alors, la douleur, je ne suis pas sans vous apprendre que c'est un soin, enfin, vous le savez tout à fait, c'est un soin qui est, enfin, c'est un événement qui est extrêmement fréquent lors de nos soins, en particulier en néonate et en périnatologie. Et malgré tout, les abords non médicamenteux de la douleur, c'est quelque chose qui est relativement négligé, comme l'avait montré la grosse étude, la grosse multicentrique EpiPain de Carbajal en 2008, où voilà, alors c'est les résultats d'EpiPain. Et qu'est-ce qu'on voyait sur ces résultats? On voyait que finalement, l'aspect non pharmacologique n'était pas toujours très très bien engagé. Et en rouge, j'ai fléché des soins qui étaient potentiellement réalisés par le masseur kinésithérapeute. Et qu'est-ce qu'on voit dans la colonne résultat, là, le non-pharmacological only, excusez-moi anglais, c'est que finalement, ces soins en abord non médicamenteux, ils reçoivent les plus bas scores. Voilà. Donc, quelque chose qui est un peu préoccupant. Hop, il faut... Et sinon, bah, on sait bien qu'il y a des enjeux sur le développement, la croissance avec les travaux de Tadio, et puis des enjeux de santé publique, puisque ça a été dans ce contexte particulier, le non médicamenteux, les douleurs procédurales et le périnatal, l'enfant, la personne âgée, enfin les personnes fragiles, etc. Ça avait été déterminé comme des priorités dans le plan quinquennal. Voilà. Donc, les techniques non médicamenteuses, elles sont nombreuses. Parmi elles, on retrouve beaucoup de techniques qui tournent autour de l'oralité, avec les suctions non nutritives et les suctions nutritives. On retrouve les ingestions de solutions sucrées, sucrose, canadou, etc. Le lait maternisé avec le biberon, le lait maternel avec l'allaitement, et les suctions, tout ce qui est suctions non nutritives avec la tétine simple. La littérature, qu'est-ce qu'elle nous montre? Elle nous montre que ces techniques, finalement, elles sont efficaces, mais elles sont peu utilisées. Il y a tout un faisceau de littérature qui nous le rapporte. Et moi, mon constat au cabinet, c'est que finalement, des soins tels qu'ils sont décrits dans l'EpiPain, j'en ai régulièrement et j'en ai beaucoup, puisque mon activité, elle porte essentiellement sur le tout petit. Et lors de ces pratiques de soins potentiellement inconfortables, j'ai des mamans allaitantes, rares, c'est vrai, qui proposent de donner le soin pendant le soin. Et qu'est-ce que je constate? C'est l'impression que j'ai, en tout cas, c'est que les enfants sont très rapidement apaisés et ils semblent beaucoup plus confortables, plus calmes, plus détendus. C'est mieux pour tout le monde, d'ailleurs. Et j'ai fondé un peu cette interrogation, c'est est-ce que l'allaitement, il a un véritable effet antalgique lors des douleurs procédurales, ou est-ce que ma vision des choses, elle est biaisée par mes convictions personnelles? Donc je me suis dit, fait une revue de littérature, hein, une rapide revue parce que je suis tout seul, hein, fais une rapide review, et puis tu verras bien qu'est-ce que te dit la littérature. Je me suis tourné vers ma profession, en kinésithérapie et en soins de rééducation, clairement, il n'y a rien. Voilà. Donc j'ai été sur d'autres douleurs procédurales, et en particulier vers les soins infirmiers. Le problème qui s'est posé, c'était évaluer la douleur sur un outcome, un critère de jugement qui était un critère de jugement unique et qui était un critère de jugement validé, parce qu'il y avait beaucoup de littérature sur la douleur procédurale, mais il y avait des critères de jugement qui étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait rien comparer. J'ai donc choisi d'avoir un critère de jugement unique qui était le NIPS, puisque à l'international, il est reconnu, il est validé, il est extrêmement utilisé. Et donc, c'est une échelle observationnelle, une hétéroévaluation,
et qui va scorer la douleur avec un score qui va de 0, il n'y a pas de douleur, jusqu'à 7, une douleur très sévère, et puis un petit seuil indicatif. À 3, on considère que c'est le seuil interventionnel et que si l'enfant a une douleur à 3, il faudrait quand même donner quelque chose ou faire quelque chose en termes d'antalgie. Donc, les objectifs que j'ai posés, c'était évaluer les effets de l'allaitement maternel sur le score NIPS chez le nouveau-né ou le nourrisson lors d'un soin douloureux. L'objectif secondaire qui avait été posé, c'était comparer ces effets de l'allaitement avec d'autres techniques non médicamenteuses. Toujours chez le nourrisson, toujours avec le score NIPS, etc., pour avoir des choses comparables. Donc, j'ai mis en place un PICO pour déterminer les mots-clés. Le P, la population, et le problème, c'était les nouveau-nés et les douleurs procédurales. L'intervention qui était évaluée, c'était l'allaitement. Le C, les éléments de comparaison, c'était éventuellement d'autres techniques ou des groupes témoins qui recevaient rien du tout ou seulement portage. Et il faudrait mieux que les groupes témoins ne reçoivent que portage parce que rien du tout, ça introduisait un biais. L'outcome, le critère de jugement, c'était le NIPS. J'ai mis aucune borne de temps, donc même des articles qui avaient été publiés, qui étaient anciens, étaient éligibles. Et cette recherche, ce travail de revue systématique de littérature, je l'ai réalisé en mars 2023. Et bien sûr, en typologie d'études, il n'y avait que des essais cliniques, puisque c'est une rapide review qui était réalisée. Donc, le moteur de recherche interrogé, c'est une rapide review, un seul moteur de recherche, le plus représentatif possible. Donc, j'ai pris PubMed. Les mots-clés, ils ont été traduits avec ITOP, ce qui me donnait accès au Thesaurus Mesh et au synonyme Mesh. Donc, j'ai mis en place l'équation de recherche qui était pain, and breastfeeding, and NIPS. Et les critères d'éligibilité, les articles qui étaient validés s'il y avait bien allaitement plus ou moins contact maternel, si c'était des essais cliniques, si c'était une évaluation par NIPS. Il pouvait y avoir d'autres évaluations, mais moi, dans mon analyse, j'ai pris que l'évaluation par NIPS comme critère de jugement. Il fallait que ce soit des douleurs procédurales. Toutes les autres douleurs ont été exclues. Et comme je ne parle que anglais et que français, il fallait que ce soit dispo en anglais et en français. Si des articles présentaient ces caractéristiques, ils étaient inclus. Mais si l'allaitement n'était pas isolé, si l'enfant recevait un autre type une intervention médicamenteuse, c'était exclu. Et il fallait que les articles soient disponibles par Internet, soit gratuitement, soit par l'intermédiaire de SciHub. Dans le Prisma, un tri automatique, un tri manuel, donc 2 phases, un tri sur titre et résumé, et puis une sélection finale après lecture intégrale. Le diagramme de flux, donc au départ, on recrute 18 articles, il n'y a pas de doublon, on applique les filtres, donc que des essais cliniques randomisés ou pas, et on se retrouve avec 7 articles qui vont être exclus, donc plus que 11 articles en piste. Les articles exclus sur titre résumé, il y en a 4 qui vont être exclus parce qu'au final, ils ne traitent pas de l'allaitement. Donc, c'est du bruit à l'intérieur de ma recherche. Plus que 7 articles à analyser. Il y en a 2 qui vont rentrer par d'autres sources que PubMed. Et en particulier, c'est des articles qui apparaissent dans les bibliographies de revues systématiques. J'ai été rechercher ces articles. Ils sont intéressants. Ils correspondent tout à fait aux critères d'inclusion. Ils n'ont aucun critère d'exclusion. Donc, ils sont inclus. Il y en a 2. Donc, au final, c'est 9 articles qui vont pouvoir être exploités pour le corpus. Voilà les tableaux de synthèse. Alors, il va y avoir 3 tableaux de synthèse où j'ai essayé de regrouper les articles par type. Ici, c'est un tableau de synthèse qui compare l'allaitement plus le pot à pot ou le portage avec des groupes contrôle qui n'ont rien eu du tout ou seulement du portage. Il n'y a que l'article de Abdelrazek où le groupe contrôle n'a rien du tout. L'enfant est posé sur le plan de soins et il n'a pas d'interaction avec la maman. La maman elle parle même pas à son bébé. Voilà. Donc, c'est des articles qui sont. L'ensemble est relativement homogène. On voit que c'est des populations assez grosses. Les soins douloureux, c'est que des vaccins. Et les résultats, ils sont très harmonieux. C'est toujours en faveur du groupe test. L'allaitement maternel donne des meilleurs scores NIPS que le groupe témoin. Ici, on a quelque chose qui est aussi ces 3 articles qui ont été regroupés, puisque c'est des articles qui traitent de nouveau-nés et pas de nourrissons. Donc des prélèvements sanguins avec des prélèvements sanguins type Guthrie au niveau du talon. Encore une fois, l'intervention, toujours allaitement plus pot à pot, avant, pendant et après le soin. Contre des groupes avec soit rien du tout,
il y avait des groupes contrôle pur, soit d'autres techniques non médicamenteuses. Qu'est-ce qu'on voit à chaque fois? C'est que le groupe allaitement maternel, il est supérieur à tous. Mais, et ça c'est important, les techniques non médicamenteuses sont toujours supérieures à rien du tout. Donc, ça c'est quelque chose. Il y a des alternatives possibles quand il n'y a pas d'allaitement possible. Celui-là, c'est de nouveau des nourrissons, toujours des gros groupes, des événements douloureux qui étaient avec une effraction cutanée, des comparateurs et le sucrose, le massage ou la musique. Non, pas la musique dans celui-là, c'était avant, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que bah, le groupe encore allaitement maternel, il est supérieur aux autres, sauf pour l'article de effet, là, celui qui est tout en haut, où on voit qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative entre allaitement et sucrose. Alors, il y a toujours la discussion, est-ce que les différences sont aussi parfois statistiquement significatives, mais pas cliniquement significatives. L'analyse qui a été faite avec ROB2 au niveau de l'analyse qualitative des articles. Donc, ROB2, c'est un outil qui va permettre d'analyser c'est un algorithme qui permet d'analyser les articles en termes de biais. Alors, l'impression qu'on a première quand on voit ça, c'est que la littérature est de mauvaise qualité, puisque dans la colonne terminale, le overall, ils ont tous une gommette rouge avec des risques de biais sérieux. Mais ça vient d'où? Ça vient essentiellement du domaine 2 et du domaine 4. Et cette série de questions, dans le domaine 2 et le domaine 4, elle s'intéresse essentiellement à l'aveuglement des participants, l'aveuglement des opérateurs ou l'aveuglement des évaluateurs. Et vous conviendrez avec moi que même si on fait toutes les choses bien possibles, une maman qui allaite, elle sait forcément qu'elle est en train d'allaiter et elle peut changer son comportement en fonction d'eux. Une infirmière qui pratique un soin, elle peut aussi changer sa façon de faire le soin en fonction de la maman allaite ou la maman n'allaite pas. Et l'évaluateur, forcément, il va voir si l'enfant est allaité ou s'il n'est pas allaité et s'il est en train d'évaluer le groupe contrôle ou s'il est en train d'évaluer le groupe test. Donc forcément, là, il y a des biais et dans ROB, ça péjore toute la colonne. En termes de discussion, qu'est-ce qu'on peut dire? Au final, les résultats sont très homogènes et toujours en faveur du groupe test, toujours en faveur de l'allaitement. Tout le monde va dans le même sens et ça, c'est plutôt intéressant. La qualité des études utilisées, on vient d'en parler, elle est relativement faible. La séquence de randomisation, elle n'a pas toujours été décrite ou d'ailleurs parfois elle est absente par nécessité. Les mamans allaitent, elles vont dans le groupe allaitement, les mamans allaitent pas, elles vont dans le groupe test, dans le groupe témoin, pardon. Et puis, il y a une impossibilité d'aveugler réellement les participants. Les limites de ce travail, bah, c'est les limites d'une rapide review. C'est qu'à partir du moment où on est tout seul, il n'y a pas de consensus, par exemple, sur la cotation des biais d'un article. Donc, ça, c'est une des limites. Une seule personne pour revoir les articles, c'est forcément une limite. Après, dans une rapide review, il y a une seule base de données qui est interrogée, et donc il y a un manque d'exhaustivité qui est aussi net. Donc là, clairement, c'est des limites du travail. Mais cependant, on peut quand même penser que c'est une technique qui est efficace en termes d'antalgie. C'est une technique qui est simple, relativement simple à mettre en œuvre. C'est une technique qui ne coûte rien. Et il y a des alternatives possibles quand on ne peut pas mettre l'allaitement ou quand la maman ne veut pas allaiter pendant le soin. Ça peut arriver. En conclusion, moi, je me pose la question de la faisabilité en kinésithérapie. En effet, il y a certainement des soins de kinésithérapie qui ne sont absolument pas éligibles. On pense toujours dans ce cas-là à la kinésithérapie respiratoire. Mais là, clairement, ça, c'est un peu évident. Mis à part ça, on pourrait le mettre en place avant et le mettre en place après. Les kinésithérapies respiratoires. Il y a tout ce qui va tourner autour des torticolis, congénitaux, etc., etc. Là, clairement, j'ai essayé, c'est quasiment impossible. Par contre, tout le reste, c'est tout à fait faisable. Je le fais régulièrement au cabinet. À mon avis, c'est à proposer systématiquement aux mamans qui allaitent. À proposer, surtout pas à imposer. Et il faut être un peu proactif par rapport à la nature des soins. Je vais faire un soin potentiellement douloureux, potentiellement inconfortable. Je sais que cette maman allaite, pourquoi pas lui proposer d'emblée? Parce que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de mamans à qui on propose, qui sont enchantées qu'on leur ait proposé. Et là, elles expriment tout un tas de freins.
Ben, j'osais pas le faire parce que je pensais que ça allait vous gêner ou que ça allait vous empêcher de travailler. Ah oui, mais regardez, si j'allaite, vous n'allez pas être bien parce que éventuellement, maman, le bébé est sur les genoux de maman et moi, je travaille à genoux par terre. Ben, c'est pas gênant. C'est moi qui m'adapte et c'est pas au bébé ou à la maman de s'adapter. Donc, les mamans sont enchantées. Parfois aussi, il y a une notion potentiellement qui peut être une notion de pudeur. Je veux pas allaiter pendant le soin parce que. Et là, moi, je suis devenu assez proactif sur le sujet. Je devance la question. Si ça vous gêne, je me tourne pendant que vous donnez le soin à bébé, le sein à bébé. Quand vous êtes prête, vous me le dites et vous avez posé un petit lange, etc., sur votre poitrine, ce qui fait que la pudeur est complètement sauve et tout est bien pour tout le monde. Donc voilà, mais là, il faut être un peu proactif par rapport à ça et prévoir finalement ces oppositions. Il y a des adaptations qui sont nécessaires, des adaptations de position. Des fois, on ne travaille pas dans les règles de l'art, mais ça n'empêche pas que c'est très bien. Et il y a des adaptations temporelles, ça prend un peu plus de temps. Et ce n'est pas quelque chose qui doit être proposé de façon isolée. Ça doit aussi être travaillé sur toute une ambiance du cabinet. Je vous remercie. On va pas la faire tomber. Merci Bertrand, magnifique avatar. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Alors, c'est une intervention un peu technique, mais on voit bien qu'il y a des applications directement pratiques, hein. Bonjour, merci pour votre intervention. Je suis orthophoniste en néonat et on s'est posé beaucoup la question des soins douloureux pendant les mises au sein, notamment pour des bébés qui faisaient des hypoglycémies à répétition et qui avaient des dextros toutes les 3 heures, donc pendant les mises au sein souvent. Et effectivement, on notait l'effet analgésique et beaucoup plus de confort, mais chez certains enfants pour qui ça a duré longtemps, on remarquait aussi que ça pouvait gêner la mise au sein, que le soin douloureux se produise à répétition pendant la mise au sein. Et du coup, c'est toujours difficile pour les équipes de faire la part des choses et de se dire pour ce bébé, on va le proposer, pour ce bébé, non. Est-ce que vous avez remarqué des études où ils faisaient un peu du cas par cas finalement et de ne pas le proposer en systématique si c'est sur des périodes plus longues ou, Non, c'était alors le corpus, les 9 études qui sont ressorties, c'était des choses qui étaient très standardisées dans le cadre de protocoles d'études. Et j'ai pas ressorti cette notion, alors ni du corpus, ni d'autres articles qui ont pu être lus, des revues systématiques ou autres. Il n'y avait pas cette notion-là. La question qui se pose un peu souvent aussi, c'est pareil, je pense que pour la musicothérapie, c'est un conditionnement négatif qui se créerait entre quelque chose qui devrait être plutôt agréable, l'alimentation, la mise au sein, etc., et quelque chose qui est forcément par nature et par définition désagréable, un soin. Un soin douloureux en tout cas, ou potentiellement douloureux. Voilà. Mais la répétition et la faisabilité sur le long terme, je ne peux pas vous répondre, je n'ai pas de notion claire. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était aussi la notion de, pour les mamans pour qui l'allaitement était compliqué. C'est ça aussi qui rendait les choses souvent. Il y avait la répétition et puis l'allaitement compliqué à mettre en place, qui en plus était compliqué par ce soin-là. Alors, Et c'est du coup à chaque fois des cas particuliers. Là, par rapport aux premières interventions de la journée aussi, la majorité des travaux par nature excluaient les grands prématurés, etc. Vous avez vu, c'est dans les colonnes, ça a été un peu vite sur les tableaux de synthèse, mais dans les colonnes des populations incluses, c'est essentiellement des enfants nés à terme qui ne présentent pas de caractéristiques pathologiques particulières, puisque c'est des douleurs vaccinales, c'est des tests de routine en fait, hein, c'est des événements douloureux de routine qui ont été considérés. Et pour toute la série qui considère des nouveau-nés, c'est pareil, ils n'ont pas de particularité pathologique parce que dans ces différentes études, dans les 9 qui ont été incluses, c'était des critères d'exclusion justement pour ne pas avoir de soucis par rapport à ça et de biais par rapport à ça. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, j'aimerais savoir, parce que c'est curiosité personnelle pure et dure, qu'est-ce que vous avez comme soin douloureux en cabinet? Parce que pour moi, le soin douloureux ultime en kiné, ça reste la kiné-respi. Et on voit bien que la mise au sein pendant ce geste-là n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous avez? Et ma deuxième question, c'est est-ce que les mamans qui ne veulent pas allaiter, qui ne souhaitent pas allaiter pendant le soin ou qui n'allaitent pas en général,
vous proposez aux enfants d'autres moyens non pharmacologiques pour prendre en Oui. charge la douleur. Alors, en termes de les soins, pardon, les soins, je vous avais pas vu. Les soins que j'avais ciblés et que je retrouve en cabinet, c'est un peu ceux d'EpiPain. Par exemple, de la posture, de la mobilisation avec de la posture sur les malpositions ou les malformations des pieds. Alors, en tant que kinésithérapeute, j'aurais tendance à vous dire, c'est pas des soins douloureux, c'est des soins désagréables. Mais potentiellement, ça, c'est une vision, c'est une représentation sociale professionnelle qui est, je pense, un peu en termes de déni de mon soin, ça fait des années qu'on le fait comme ça en kinésithérapie, et au final, ça fait pas mal, bébé pleure parce qu'il est seulement pas content et autres. Et ça, on sait bien au niveau de la douleur, et en particulier de la douleur en pédiatrie, on sait bien tout le mal que ça peut faire, et de temps en temps, il faut bien admettre que ce soin, peut-être bien qu'il fait quand même mal, même si on a l'impression qu'il fait pas mal. Je vous rappelle que jusque dans les années 60, on pensait que les amygdalectomies, ça faisait pas mal et on les pratiquait seulement avec une bonne contention. Et donc, le fait est que les postures, le fait aussi, par exemple, de retirer des adhésifs quand on a mis une contention adhésive sur un pied, c'est quelque chose qui peut être inconfortable, qui peut faire mal. Dans le cadre où on ne peut pas appliquer la technique, l'allaitement maternel, on va avoir des alternatives. On voit que les suctions, déjà les suctions non nutritives, la tétine, ça marche moins bien, mais ça marche. Le sucrose, ça marche très bien, et a priori, il n'y a pas de différence significative entre les deux, super. Mais on peut aussi travailler, c'était les recommandations, entre autres, de la Société pédiatrique italienne, travailler aussi sur les ambiances du cabinet. Moi, depuis que j'ai cet abord-là, et depuis que je suis libéral, je viens de l'hospitalier, mais j'ai essayé de transférer en libéral ce que j'avais en hospitalier. Je travaille sur les ambiances du cabinet. Donc l'ambiance lumineuse, par exemple, je suis sous-locataire dans mon cabinet, j'ai des néons au plafond, ils sont jamais allumés parce que la lumière qui me vient de l'extérieur, elle est suffisante, ou sinon j'ai de l'éclairage indirect. Je travaille sur l'ambiance sonore. Alors, ce n'est pas de la musicothérapie, mais je travaille sur l'ambiance sonore avec une musique douce, etc. J'ai essayé de faire un environnement qui soit un environnement agréable. Je ne travaille jamais en blues. Et globalement, de ces aspects-là, j'ai un bon retour des parents. Voilà. Les enfants, je ne sais pas, les bébés, je ne sais pas, mais les parents me disent c'est zen, c'est cool. Voilà. Et puis, il y a aussi travailler sur son attitude à soi. Il y a la disponibilité temporelle, il n'y a pas de téléphone qui sonne, il n'y a personne qui rentre dans le box quand je travaille, etc., etc. Tout ça aussi, ça se travaille. Allez, Bertrand, une toute petite dernière question. Mais s'il n'y a plus le temps, c'est pas grave, hein. Non. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation, puis je reviens sur votre diapo de limite. Moi, franchement, je suis bluffée de voir quelqu'un qui a un exercice essentiellement en libéral et qui fait une revue de la littérature avec autant de rigueur et qui se pose tellement de questions sur sa pratique quotidienne. Donc voilà, vraiment bravo. Je voudrais dire que dans les moyens non pharmacologiques de prise en charge de la douleur, il y a l'enveloppement aussi qu'on oublie souvent. Et puis, il y a une question que je me posais, et puis ça fait écho à la présentation précédente sur la musicothérapie. Alors, j'ai pas refait la revue de la littérature récente sur le sujet. Peut-être que Xavier, il a des trucs qu'il connaît mieux que moi. Mais il y a quelques papiers qui montraient que les stimulations polysensorielles avaient un effet antalgique. Je pense que la musicothérapie, ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Et du coup, je me dis, peut-être que pour l'année prochaine, ça peut être un sujet d'actualiser les choses sur ces stimulations polysensorielles. Alors, j'avais une autre revue de littérature en réserve sur les positions antalgiques en kinésithérapie, l'enveloppement, etc. Je la garde en réserve. Voilà, ça sera pour l'an prochain. Et sur les stimulations sensorielles, oui, clairement, il y a de la littérature, il y a pléthore en particulier. Bon, il y a les travaux un peu historiques de Field sur le sujet. Donc, on a vu, est-ce que l'allaitement maternel était un antalgique? Donc, la douleur, elle est fréquente et aussi négligée, ou alors envisagée seulement sous l'aspect médicamenteux. Vous prenez des antidouleurs? Non. Bon, vous avez pas mal. Ce qui est connu, c'est que la succion atténue, et donc, en praticien, il y avait cette remarque que l'allaitement maternel apaisait. Et hop, ni vu ni connu. Et donc, il y avait possibilité de scorer la douleur avec NIPS,
qui a un score. Et donc pour ça, faire une revue de littérature. Donc il y a plusieurs articles qui sont passés dans le terrible entonnoir des critères. Alors, il y avait que ce soit en anglais, en français, disponible sur le net, qui n'est pas en plus de médicaments, etc., etc. Il y a seulement 9 articles qui ont passé ces critères. Et ils sont tous d'accord, l'allaitement maternel donne le meilleur score NIPS que le groupe témoin. Ouais, j'ai gagné. Donc, Donc l'allaitement, c'est supérieur à rien, mais les médicaments, ça a quand même un meilleur score NIPS, si j'ai bien compris, que l'allaitement. Alors après, on s'interrogeait sur la qualité des études et s'il y avait des biais. L'aveuglement relatif des participants et des opérateurs. Là, ils cherchent le bébé. On voit que la maman, elle triche un peu pour le retrouver. Mais pour autant, toutes les études étaient d'accord. Et donc, c'est important de le proposer et pas de l'imposer aux mamans qui allaitent. Ah bah oui, j'avais peur de vous gêner. Donc, si on leur propose, elles peuvent exprimer les freins qui les avaient empêchés de le proposer à la base.